le prophète et la pandémie du Moyen-Orient au djihadisme d'atmosphère, avec des cartes très intéressantes et inédites de Fabrice Balanche, c'est aux éditions Pélimar, Esprit du Monde. Jean-François Colosimo, Le sabre et le turban, jusqu'où ira la Turquie, aux éditions du Cerf. Et Mohamed Sifawi, Les fossoyeurs de la République, islamo-gauchiste, l'enquête inédite. Je vous ai présenté ces livres dans l'ordre parce que nous allons essayer pour bien suivre les débats, d'avoir une certaine cohérence. On va passer d'une vision internationale de l'état du monde arabo-musulman aujourd'hui par rapport à l'islamisme. On aura un focus particulier sur la Turquie et ensuite on verra comment ces poussées se caractérisent dans notre pays, la France. Bien entendu, les intervenants peuvent se couper les uns les autres et se poser des questions pendant le déroulé de cet entretien en leur demandant de respecter le temps de parole parce que vous êtes des grands bavards de chacun. Pas de déséquilibre du temps de parole, c'est comme pour les régionaux. Voilà. Alors on va commencer. Gilles, oui. Ah non, l'essentiel c'est que ça ne soit pas déséquilibré. C'est ce qu'il fallait pas dire. Bon, Gilles Kepel, on va commencer pour lancer le départ par votre livre, Le prophète et la pandémie. Alors, c'est un livre qui est... j'insiste sur les cartes. Parce que les cartes, c'est très important, c'est éclairant, et ça permet de suivre, même quand on n'est pas un spécialiste, vraiment la situation géopolitique et religieuse de la planète dans le monde arabo-musulman. Le prophète et la pandémie, c'est un très, très beau titre, qui en plus fait de ce livre quelque chose d'original, c'est une sorte de journal. Au-delà des analyses que vous faites régulièrement, là vous avez pris des notes quasiment au jour le jour pour voir comment la pandémie et comment l'islamisme étaient liés dans le monde. Alors, est-ce que la pandémie arrêtait l'expansion de l'islamisme d'une manière ou d'une autre? Alors merci d'abord pour votre aimable introduction, merci de l'invitation. Je crois qu'on est tous très heureux, Mohamed, Jean-François et moi, de débattre avec vous devant cette salle si remplie et attentive aujourd'hui, précisément en sortant de la pandémie, puisque vous portez tous le masque, mais nous on a le droit de plus le porter, ce qui est déjà ça. Pour les enseignants comme moi qui ont passé 1 an et demi à faire cours devant des ordinateurs avec des étudiants qui avaient mis la bande passante, donc c'était l'horreur. On est très heureux déjà de pouvoir redébattre, c'est un grand moment pour nous tous, je crois. Merci de votre allusion, cher ami, aussi aux cartes. Je peux en parler avec d'autant plus d'admiration que c'est pas moi qui les ai faites, mais mon collègue Fabrice Balanche, qui avait déjà été mon partenaire pour le livre précédent, Sortir du chaos. Alors précisément, je vous avais fait état de la nature de ce dernier livre. Sortir du chaos, qui est reparu en poche chez Folio au début de l'année, était une vision diachronique, c'est-à-dire à travers l'histoire, des 50 années du Moyen-Orient, depuis la guerre d'octobre 73, la guerre du Kippour ou du Ramadan, avec la montée du pétrole comme élément clé et finançant l'islamisme, justement, dans le sujet, jusqu'à 2020 après. Et ce livre-ci est très différent puisque la pandémie, évidemment, nous a tous concernés dans nos vies quotidiennes et les a bouleversés. Elle a également affecté assez profondément la région Moyen-Orient-Méditerranée. Pourquoi? Parce qu'elle a bouleversé la dimension rentière de cette région qui était liée au pétrole. Tout d'un coup, les pétromonarchies de la péninsule arabique, qui avec leurs satellites faisaient un peu la loi dans la région, quand vous pensez que Abu Dhabi gère des fonds souverains de 1000 milliards de dollars, ça donne le vertige et ça sont les véritables enjeux. Soudain, à la suite des manques, je vais pas rentrer, vous pouvez regarder dans le livre, du début mars, le baril de pétrole, au mois d'avril, tombe à moins 36 $, non pas à moins de 36 $, mais à la somme négative de moins 36 $. C'est-à-dire que vous payez quelqu'un pour vous débarrasser d'un baril en lui donnant 36 $. Il y en a partout. Et bon, maintenant il a remonté, mais néanmoins, ça envoie un choc terrible dans les Chines des pétromonarchies qui toutes disaient oui, le réchauffement global, pas de problème, et comme on dit en arabe, Mohamed va vous
traduire Bukra, Inch'Allah, c'est-à-dire demain, si Dieu le veut. Mais là, tout d'un coup, ils se sont dit non, il faut qu'on bouge quelque chose, et il faut l'énergie alternative, l'énergie renouvelable, c'est une nécessité absolue. Ce qu'il faut, c'est qu'on investisse notre argent dedans pour ne pas nous trouver marginalisés demain. Donc, l'objectif, qu'est-ce que c'est? C'est d'acheter de la technologie pour être leader dans l'énergie renouvelable demain. Abu Dhabi a d'ailleurs été candidat pour la COP 28 en 2023, et c'est ça qui va aboutir à ce bouleversement majeur de l'année 2020. Donc ce livre est focalisé sur une seule année, l'année 2020, qui est une vision 2020, hein, comme on dit en anglais, le Vision 2020, on y voit clair, et qui va aboutir à ce que j'ai appelé le pacte d'Abraham, c'est-à-dire le fait que le conflit israélo-arabe comme élément structurant de la région va se trouver d'une certaine manière marginalisé, et on va avoir des États arabes, donc non des moindres, le plus riche d'entre eux, les Émirats arabes unis, dont l'Émirat d'Abu Dhabi est le leader, 1000 milliards de dollars de fonds sous gestion, qui signe la paix avec Israël, accompagné de Bahreïn. Bahreïn est un petit État qui compte pas beaucoup, mais qui est un vassal de l'Arabie Saoudite. Les Saoudiens n'ont pas voulu s'engager directement là-dedans parce qu'ils ont besoin d'une très forte légitimité islamique. Or, Israël occupe la mosquée dite Al-Aqsa, troisième lieu saint d'islam. Le prince Mohammed Ben Salman, le prince héritier saoudien, mène tambour battant et avec une certaine virulence une réforme justement pour mettre à distance la légitimation religieuse, mais il ne peut pas aller trop loin en s'engageant directement avec Israël, parce que lui, contrairement aux Saoudiens qui n'ont aux Émiratis qui n'ont quasiment pas de population, a 20 millions de jeunes Saoudiens à gérer, dont la plupart ont moins de 25 ans, et donc là-dessus, il faut qu'il soit extrêmement prudent. Et donc il envoie Bahreïn. Si Bahreïn signe, ça veut dire que les Saoudiens sont d'accord, mais il ne s'engage pas lui-même. Et puis derrière, a suivi le Soudan, pays important parce que c'était le relais des armes iraniennes qui passaient vers Gaza notamment, et très lié aux Turcs, cher Jean-François Colosimo qui en parlera tout à l'heure, et également le Maroc, qui a vu dans cette opération une opportunité exceptionnelle pour faire un swap entre le Sahara occidental et la Palestine, c'est-à-dire reconnaître Israël, et en échange, les Américains reconnaissent la souveraineté marocaine sur le Sahara. Donc toute cette histoire va complètement bouleverser la donne, et vous avez d'un côté, c'est la thèse du livre, donc cette espèce de pacte d'Abraham, et face à cela, ce que j'ai appelé, en utilisant un vieux terme de la guerre de 14, la triplice fréro-chiite, c'est-à-dire une alliance où vous avez d'un côté les partisans sunnites des frères musulmans, la Turquie d'Erdogan, dont on reparlera abondamment tout à l'heure, le Qatar, qui finance également les frères musulmans pour lutter contre les Saoudiens, et qui sont rejoints justement, et c'est ça qui est très nouveau dans cette année 2020, par l'Iran khoméniste. Jusqu'alors, il y avait eu, notamment à la suite des printemps arabes de 2011, une faille entre sunnites et chiites. Et même le Qatar, même les frères musulmans qataris disaient c'est pas possible, la révolution à Bahreïn par exemple, ce sont les Iraniens qui veulent s'emparer d'une île arabe, on est contre, on ne veut pas des Iraniens, etc. Et finalement, l'Iran post-khoméniste va s'allier aux frères musulmans sunnites contre les autres, contre ces autres, l'Égypte, l'Arabie Saoudite, les Émirats, le Maroc, etc., qui ont fait le pacte avec Israël. Et donc c'est là, si vous voulez, qu'on a une nouvelle ligne de faille qui est assez complexe, dans laquelle, tout récemment encore, c'est pas dans le livre, ça s'est produit juste après son écriture, vous avez eu ce que j'ai appelé la guerre des 11 jours le mois dernier, entre Israël et Hamas. Hamas poussé par Qatar, par l'Iran et par la Turquie, pour essayer de mettre Israël dans une situation très difficile, au moment où Netanyahou lui-même était sur la sellette, a été dégagé, où les villes mixtes d'Israël, arabes et juives, ont été livrées à des niveaux de violence extrêmement importants, qui d'ailleurs évoquent pour certains ce qui peut se passer ou ce qui se passe déjà dans un certain nombre de villes européennes et de quartiers, entre guillemets, mixtes religieusement. Et donc tout cela, si vous voulez,
rebat les cartes. Alors ce livre, c'est un livre qui essaye de, si vous voulez, tous ces événements sont des événements que nous avons vécus en 2020, qui sont très présents dans notre esprit. Ils sont fragmentés au gré de ceux d'entre vous, ou celles d'entre vous qui regardent encore la télévision. Les autres restent encore plus éparpillés dans le brouhaha des réseaux sociaux où nous sommes bombardés au quotidien de tout et n'importe quoi. Ce que j'ai essayé de faire, c'est de prendre ces éléments et de les mettre en ordre, si vous voulez, comme vous l'avez dit. Alors, c'est pas que j'ai pas pris des notes, mais je suivais ça et j'ai essayé de réorganiser ça à partir de mes 40 ans d'expérience d'orientaliste de service et de faire en sorte que ce soit intelligible, qu'on voit où on en est aujourd'hui, de faire une sorte de bilan qui non seulement concerne des enjeux régionaux, et Jean-François va nous parler de la Turquie évidemment à partir de son livre maintenant, mais également des mutations qui se sont produites dans l'islamisme contemporain, le djihadisme, et ça a davantage évidemment en lien avec ce que Mohamed va nous expliquer. En deux mots, parce que je ne veux pas abuser, de quoi s'agit-il? Jusqu'à Daesh, nous avions du djihadisme organisé. C'est-à-dire, Al-Qaïda, c'était pyramidal, Ben Laden donne des instructions à une équipe d'apprendre à piloter et de taper dans les tours du 11 septembre. Daesh, ça fonctionne en réseau, à travers WhatsApp, Telegram, etc. On organise des groupes qui vont partir, par exemple, de Syrie ou d'Irak, attaquer Paris, au Bataclan, attaquer Nice, le 14 juillet, tuer le père Hamel et autres. Mais tout ça, ce sont des choses avec des donneurs d'ordre. Daesh est détruit à partir de 2017, entre 2017 et 2019, par les bombardements incessants de l'aviation occidentale, par l'amélioration du renseignement. Et aujourd'hui, nous avons, dans cette atmosphère qui est celle de ces cartes rebattues, un nouveau djihadisme que j'ai appelé justement le djihadisme d'atmosphère, dont on a eu des exemples à l'automne dernier, avec la décapitation monstrueuse d'un collègue enseignant dans un collège, Samuel Paty, par un Tchétchène, précédé par un Pakistanais qui ne savait même pas où il était, parlant ni français ni anglais, qui voit sur Internet où est l'adresse de Charlie Hebdo, s'est trompé, il a pris l'ancienne, parce que sur son téléphone, il a vu des manifs dans son pays natal où des gens brandissaient des coutelas demandant à décapiter les caricaturistes. Il a acheté une feuille de boucher, il a essayé de tuer 2 personnes, et ensuite, à Nice, pas très loin, Brahim Issaoui, arrivant en immigré, qui va tuer 3 personnes à la basilique Notre-Dame de l'Assomption le 29 octobre, jour de la naissance du prophète cette année. Et vous avez la même chose après avec Rambouillet, et puis ce qui vient probablement de se passer en Allemagne tout récemment. Alors, en un mot pour terminer, là on change, si vous voulez, de dimension du djihadisme. On a d'un côté des gens qui prônent une rupture culturelle. Par exemple, le père de l'élève du collège de Conflans-Sainte-Honorine n'a pas appelé explicitement lui-même à tuer Samuel Paty. Il n'a pas envoyé le Tchétchène Anzorov le tuer. Mais il a désigné, il a ciblé un individu à travers les réseaux sociaux, il a sali, si vous voulez. Et ensuite, des gens qui se sont djihadisés, soit par les réseaux sociaux, soit en fréquentant des mosquées radicales, vont prendre sur eux de passer à l'acte. Ce qui pose un énorme problème, parce que d'habitude, la police arrête un djihadiste, on ouvre son téléphone, on voit qui sont ses complices, et on remonte la filière. Aujourd'hui, il n'y a plus de filière. On est dans un système où on a d'un côté le monde des réseaux sociaux qui va définir le bien et le mal, qui va stigmatiser des gens, et Mohamed, toujours, et moi, autrefois, avons été condamnés à mort, et savons ce que c'est que d'être pris sous protection policière et ciblée, si vous voulez. Mais aujourd'hui, c'est encore différent, parce qu'à l'époque, alors, je suis sorti de la protection policière, parce que tous les gens qui m'avaient condamné à mort, alhamdoulilah, si j'ose dire, sont tous été tués. Mais aujourd'hui, ça n'est plus le cas. C'est la meilleure protection, là. Je lui avais dit, et c'est pour ça qu'il fait très attention de ne pas me contrôler. Et donc, on est dans une nouvelle configuration.
C'est un peu ce que le président de la République a appelé la lutte contre le séparatisme islamiste dans son discours d'Imuro, commissariat où avait été tué par un djihadiste, un sous-officier de police ainsi que son épouse. Voilà, je m'arrête là en priant mes contribules d'excuser pour cette introduction un peu longuette, mais comme ça me fait. Juste une question sur le tableau que vous avez dressé du monde arabo-musulman. Le départ de Trump, le fait que le pétrole remonte, et le retour au cœur des préoccupations du monde arabe, de la question palestinienne, est-ce que ça bouleverse encore les cartes que vous avez dressées? Non, ça le prolonge, d'ailleurs la mise à jour était prête, hein, rassurez-vous. Et donc, non, mais la différence, c'est que Biden s'efforce de trouver d'autres types de solutions pour la région. Et notamment est en train d'essayer de faire rentrer l'Iran dans la négociation. Un Iran qui a fait élire quelqu'un qui est justement la projection du guide suprême la semaine dernière, l'ancien procureur en chef de la République islamique qui a envoyé des milliers de personnes à l'échafaud, Ibrahim Raisi. Comme ça, il se dit, dans la négociation avec les Américains ne vont pas pouvoir jouer des modérés, entre guillemets, ou des réformistes contre des conservateurs. Tout le monde est conservateur. C'est un pari pour les Iraniens assez compliqué parce que le régime iranien a toujours tenu en laissant une espèce de soupape, si vous voulez, pour que la société civile iranienne, qui est très forte, qui est très sophistiquée, qui est très cultivée, puisse finalement s'accommoder. On est en Iran, il y a ce qu'on appelle le caché, l'explicite. Il ne faut surtout pas que vous vous réunissiez à trois pour parler politique. En revanche, si vous donnez un peu d'argent à l'îlotier des Pasdaran qui surveille votre quartier, vous pouvez passer vos soirées en orgie, à boire, etc. J'ai jamais vu des soirées aussi hot dans ma vie qu'à Téhéran. Très dans le détail. Mais à condition que ça ne se sache pas. C'est ce qu'on appelle dans le chiisme le batin, le caché, et le zahir, le visible. Là, le système iranien est finalement revenu à une sorte est entré dans une sorte de totalitarisme ordinaire. Et il va falloir surveiller ça, dans quelle mesure est-ce qu'en fermant la soupape, ils vont pouvoir continuer à tenir le coup. Il faut bien voir que l'Iran est en très mauvaise situation, non seulement du fait des sanctions de Trump, qui les ont beaucoup impactés, parce que le régime est basé sur une théocratie qui a interdit toute absence de fréquentation des pèlerinages, et quand le régime tire sa légitimité d'individus qui vont lécher, embrasser les tombeaux des saints les uns après les autres sans mettre de gel hydroalcoolique, entre les deux avant de léchage, si vous voulez, ça veut dire qu'il y a eu un taux de contamination démentiel en Iran, qui n'a pas du tout été géré par le pays, qui est très abîmé, l'économie est très impactée également, et l'Iran a presque perdu l'Irak. Aujourd'hui, le Premier ministre irakien n'est plus un fantoche de Téhéran, c'est quelqu'un qui est indépendant. En Syrie, ça se passe pas si bien avec les Russes. Les Russes souhaitent plutôt essayer de remettre l'économie syrienne à flot pour ne pas avoir ce boulet à traîner. Les autres veulent s'en servir de lance-missiles contre Israël. Et le Liban, qui est aujourd'hui contrôlé par le Hezbollah, c'est-à-dire par l'Iran, s'est totalement effondré. Et donc, d'une certaine manière, c'est l'Iran aussi qui en paye le prix, vous voyez. Et donc c'est ce qui est en train de se jouer en ce moment avec la transition de Biden à Trump, avec cette autre question très importante qui est que les Américains abandonnent l'Afghanistan 20 ans après le 11 septembre, ce qui pose la question de savoir si les Américains sont fiables, si vous travaillez avec eux, si vous jouez avec eux. Tout d'un coup ils s'en vont, puis ils vous laissent en vous livrant à la vindicte de leurs amis. Et avec, je fais la... Quelle question que certains se posent sur la présence française au Mali? Oui,